Salut toi, salut vous, bienvenue sur ma chaîne d'ASMR. Donc pas de surprise, c'est de l'ASMR. Donc aujourd'hui je pars sur une sorte de fourre-tout au niveau de l'écriture. En fait je partais sur plein de thèmes différents, c'est travailler les points virgules et tout comme ça, donc la ponctuation, travailler les mots, travailler les conseils autour de l'écriture. Et à chaque fois j'étais confronté à un problème, ça demande beaucoup de travail en fait. Ça demande beaucoup de travail en amont, faire une vraie préparation pour ne rien oublier, pour ne rien oublier, pas dire tout et n'importe quoi, et tu vois, même le moindre mot ça demandait une grosse préparation, tu vois. Et en fait, à un moment donné je dis stop, parce que sinon je vais rien faire du tout. Et en fait je me suis dit je vais partir sur une improvisation où je vais bavarder autour de l'écriture sur les 2-3 derniers trucs qui me viennent ou qui me sont venus en tête ces derniers jours. Et puis après voilà, des courtes vidéos tous les mardis parce que j'ai envie de faire ma petite vidéo du mardi autour de l'écriture pour rattraper ces 2 ans, parce que ça fait quand même dès le départ de ma chaîne où je voulais faire une chaîne autour de l'écriture et de la lecture chuchotée. Donc j'ai fait des lectures chuchotées, mais c'est vrai qu'au niveau de l'écriture, à part 2 vidéos et peut-être quelques blabla dessus sur d'autres vidéos aussi. D'ailleurs je ne saurais même pas sur quelles vidéos elles sont d'ailleurs. Donc c'est pas beaucoup, donc j'ai envie de faire ce petit rendez-vous du mardi. Je sais pas si je vais le tenir quand il y aura peut-être une grosse vidéo comme la suite du livre, l'anatomie du scénario, tu vois. Ça demandera peut-être une grosse vidéo. Je vais voir. Je pense que je peux le gérer. Parce que je vais quand même partir du principe aujourd'hui d'arrêter avec les vidéos beaucoup trop longues, qui demandent beaucoup trop de temps. À part peut-être Minuit avec Dormeur, tu vois. Celle-là, je vais la continuer. Je vais essayer d'en faire une par mois, Minuit avec Dormeur. Donc là, il va falloir que je m'y mette sur la prochaine vidéo. Pour qu'elle soit là au moins pour le jeudi. Le deuxième jeudi d'avril. Voilà, deuxième jeudi d'avril. Ouais, c'est ça, deuxième jeudi d'avril. Donc voilà, je vais essayer. C'est vrai que c'est compliqué, ça a l'air de rien comme ça, mais ça demande beaucoup de temps. Donc, bon bah voilà, donc je pars sur cette vidéo là, je sais pas encore ce que je vais faire, ou plus ou moins. Alors, je vais partir sur un mot qui est velléité. Velléité. Alors, velléité, c'est vrai que je vais te l'écrire. Attends. Je vais te l'écrire, ça sera plus simple. Velléité. Alors, je regarde parce que c'est pas un mot que j'utilise énormément à l'écriture, quoi. Voilà. Velléité. Un nom féminin. Alors c'est un mot que j'ai découvert dans Le meurtre du commandeur. Voilà, d'Haruki Murakami, que j'avais noté. Et c'était un mot que je ne connaissais pas, que j'estime rare d'ailleurs. Haruki Murakami ne l'a utilisé qu'une seule fois dans ça, dans l'équivalent de ça en roman, qu'une seule fois. Comme je l'avais dit, ce genre de mots, s'ils réapparaissent trop souvent dans les textes et tout ça, ça fait comme une redondance. C'est la redondance des mots rares. Je sais pas si ça existe, mais moi j'invente ce terme-là. La redondance des mots rares ou des mots peu communs. Qui fait qu'à chaque fois que tu retombes dessus, même si tu l'as appris la première fois, et ben ça te... Je sais pas, il y a un effet redondant, un effet un peu gênant. Ça se remarque beaucoup trop en fait. Et c'est... Ouais, moi j'appelle ça la redondance des mots rares. Après, velléité, il y a un petit chien qui aboie là. Velléité, c'est un mot que ces dernières semaines, ces derniers mois, j'entends régulièrement sur les chaînes d'information en parlant de politique. Où on entend, je sais pas, tel député a une velléité de s'inscrire sur les prochaines listes électorales pour devenir président. Tu vois, une velléité. Donc c'est un mot qui revient énormément
effectivement, c'est un mot qui commence à se répandre. Là, avant, je l'avais jamais entendu, à part dans ce roman-là, je l'avais lu il y a quelques années. C'est un mot que je vois, que j'entends régulièrement sur les chaînes d'information, où les chroniqueurs, les éditorialistes l'utilisent énormément. Surtout là, avec les élections présidentielles qui arrivent, il y a des velléités de pouvoir s'inscrire. Que veut dire velléité? Et c'est une intention qui n'aboutit pas. Là, je suis en train de lire une intention qui n'aboutit pas à une décision. Donc ça, c'est des notes que j'ai prises. Donc j'ai trouvé ce mot-là intéressant pour la simple et bonne raison que c'est un mot que tu peux utiliser pour un roman, mais de façon une fois. Voilà, une seule fois. Et c'est un mot que tu peux utiliser aussi dans les... aujourd'hui, vu que c'est un mot qui se répand, que tu peux utiliser pour des développements de texte et tout ça, pour les devoirs ou les concours. Car pour des devoirs et des concours, évidemment, je déconseillerais les mots trop rares et tout ça, parce que tu connais très bien ceux qui corrigent les concours et tout ça. Généralement, ça dépend de leur humeur en fait. J'ai toujours entendu, si t'as quelqu'un qui est de mauvaise humeur et tout ça, si tu commences à mettre des trucs qu'il ne connaît pas ou qu'il n'aime pas, ou s'il y a trop de fautes d'orthographe, tout ça, il va te saquer direct. Il va te saquer. C'est pour ça que moi j'ai toujours fait simple. Jamais de mots trop plus haut que l'autre. J'ai toujours été carré, simple, en évitant les fautes d'orthographe, mais en restant dans une simplicité. Je suis toujours passé au-dessus de la moyenne. Juste au-dessus de la moyenne. J'ai pas été chercher les notes, max et tout ça. Mais voilà, et velléité est un mot qui pourrait s'utiliser. Mais ça reste quand même... Est-ce qu'il n'y a pas un risque de tomber sur quelqu'un? Est-ce que tu vas pas froisser l'ego de ces gens qui corrigent les textes? Parce que c'est ça en fait. Quand tu développes un texte aujourd'hui, que tu passes des concours ou tu fais des devoirs, bon, quand c'est un prof que tu connais, où il n'y a pas de souci, lui il va te féliciter. Mais quand c'est quelqu'un que tu connais pas et que lui te connaît pas, tu sais, froisser son ego, c'est quelque chose, on en parle quoi. Quand tu prépares un concours et tout ça, tu étudies pour préparer un concours, je peux t'assurer qu'on en parle énormément. Il faut faire attention de ne pas froisser l'ego de ces petites personnes qui vont venir corriger tes textes. Et en cela, il faut toujours rester simple et parfois sortir quelques mots intéressants, pas trop rares, pas romanesques non plus, vous savez, des mots toujours. Et velléité est un mot qui est en train de se répandre, est un mot qui est très intéressant. Si j'arrive à le retrouver, c'est bon, je l'ai trouvé. Non féminin. Bon là, il n'y a pas de pluriel, je vais aller voir mon dictionnaire des difficultés. Non féminin, adjectif. Alors, velléitaire. Adjectif. Ah, t'as aussi l'adjectif et non velléitaire. Velléitaire, bon, de toute façon, peu importe, c'est velléité. Velléité, c'est un mot, moi, je le trouve très intéressant pour les développements de texte, car on est dans l'intention de vouloir faire quelque chose sans avoir pris la décision. Donc il y a encore un doute qui persiste, tu vois. Donc ça peut être une entreprise qui, imagine que le texte parle d'une entreprise qui a envie de se développer en Bretagne, tu vois, mais ce n'est pas fait encore. Donc on est dans le terme velléité. On est dans l'intention de, mais c'est pas encore décidé, c'est pas encore fait. Là tu vois un député qui est intéressé, on subodore, on soupçonne, on a des doutes, on se doute plutôt, qui prépare finalement l'élection présidentielle. Donc il a une intention de s'inscrire aux futures élections présidentielles. On peut dire qu'il a une velléité de s'inscrire aux élections présidentielles et de devenir président. On a une velléité, on a l'intention de, même si c'est pas fait, même s'il n'a pas décidé, même s'il n'est pas encore inscrit. Une fois qu'il a passé l'étape de l'inscription, on ne pourra plus utiliser ce terme. Même si on peut encore utiliser l'intention de il s'est inscrit, il a l'intention de devenir président parce qu'il s'est inscrit aux élections présidentielles. On aurait tendance à utiliser le terme l'intention de, qu'on pourrait remplacer il veut devenir président. Donc c'est pour ça qu'il s'est inscrit aux élections présidentielles. Donc il faut faire attention avec ça, cette petite difficulté avec velléité, c'est l'intention qui n'aboutit pas à une décision. Donc il a l'intention de, on soupçonne qu'il a une intention de, donc on a des doutes, ou ça a été évoqué vaguement, même si ça n'a pas été décidé par la personne en question, par l'entreprise en question, par la personne en question. On a des doutes, et éventuellement il y a des rumeurs,
il a une velléité de vouloir faire ça. Voilà. Et une fois qu'il aura fait les démarches pour faire ça, et ben là, on n'est plus dans la velléité. Il le veut, il a l'intention réellement de le faire. Donc velléité, je trouve que c'est un mot super intéressant pour les développements de texte aujourd'hui. Et pour un roman à utiliser qu'une fois, voilà. Et à part si ton roman parle de politique par exemple. Si ton roman parle de politique, évidemment le terme velléité peut être utilisé plusieurs fois, ça dépend de ton roman. Là, j'avais mis l'exemple, j'avais noté la phrase où j'avais vu velléité. Alors j'ai des carnets entiers de mots. Au tout départ, je mettais juste, la principale définition, tu vois. Filandreux, filandreuse, adjectif. Figuré, donc j'ai mis 2 parce qu'il y a plusieurs définitions de filandreux, filandreuse. Moi j'ai pris ce qui m'intéressait pour un roman. Filandreux, filandreuse, figuré, confus. Voilà, pour un roman, le tout premier mot, filandreux, filandreuse. Après, vers la fin, quand je lisais des romans, j'avais tendance à les noter et à noter d'abord le numéro de page et tout ça pour après l'inscrire, tout ça pour pas me stopper ma lecture de roman, tu vois. Et après je revenais sur un texte et à un moment donné j'ai fait ça mais j'ai vite arrêté. Donc la velléité par rapport au meurtre du commandeur. Les murs, tous les murs, étaient ostensiblement nus, sans aucune velléité de décoration. Donc sans aucune intention de décoration. En gros, ça veut dire, si je dis pas de conneries, ça veut dire que le mur a été peint, préparé, mais il n'y a pas eu de clous, de vis, d'endroit pour mettre le moindre tableau. C'est un mur, tu vois, il insiste, ostensiblement nu. C'est-à-dire, c'est tellement nu, il est tellement parfait le mur, il n'a pas de moindre trou, pas le moindre truc. C'est-à-dire, ce mur-là, il n'avait aucune volonté, finalement, aucune intention de mettre de décoration dessus dès le départ. Ça laisse supposer ça. Tu vois, on est encore dans le doute. Velléité, on est encore dans un doute, tu vois. Voilà, ça c'était le petit terme velléité que j'entends là régulièrement aux informations. Et voilà, ça me trottait dans la tête et tout ça. Ça, si je devais donner un conseil à ce niveau-là, c'est surtout quand tu fais du développement de texte, toujours avoir des phrases complètes. Ça, c'est le plus important. Voilà. Après, les des autres différences, tu racontes pas la même chose non plus. Hein. Développement de texte, c'est les faits, rien que les faits que tu développes. Et le roman, t'es dans les descriptions, les machins, tout ça. Donc, voilà. Bon, disons que je pourrais partir peut-être un conseil, une astuce d'écriture au niveau des romans. Par exemple, je vais prendre une phrase ultra simple. Je me suis fait à manger. Bon, déjà, il y a 2 erreurs dedans. Il y a 2 choses qui ne vont pas. C'est déjà, tu utilises un verbe faible, faire à manger. Donc là, on a un groupe verbal faible, faire à manger. Et on a une imprécision, en fait. Quand tu mets une phrase, je fais à manger, et après, par exemple, j'ai été me coucher, là, tu rentres dans une imprécision. Et ce qu'il faut, c'est faire la chasse aux imprécisions. Quand tu as trouvé une imprécision comme ça, c'est-à-dire, t'as fait à manger quoi? Qu'est-ce qu'il a mangé, le gars? En fait, c'est ça le truc. Quand tu rentres dans une imprécision comme ça, il faut développer ton imprécision. Je me suis cuisiné un bon petit plat. Ce que ma mère avait l'habitude de me faire les dimanches après-midi pluvieux, ou les dimanches pluvieux, ou les dimanches pas après-midi, ce qu'on mange pas après-midi, ce que ma mère avait tendance à me faire les dimanches soirs, après une journée pluvieuse. Un steak haché avec des spaghettis noyés dans de la crème fraîche, etc. De toute façon, je vais pas m'étendre là-dessus parce que là je suis en train d'improviser comme ça devant toi et c'est compliqué. Hein. Mais tu vois le principe, c'est qu'à un moment donné, tu pars sur une imprécision. J'ai fait à manger puis après je me suis couché. Et mon gars, t'es en train d'écrire un roman quoi. À un moment donné, il faut peut-être décrire les choses. Donc c'est une grosse imprécision.
Bon, déjà les verbes faibles, ça j'y reviendrai aussi. Faire à manger, t'as cuisiné, se concocter un beau petit plat, tu vois, des trucs comme ça. Se préparer à manger. Euh, et le but finalement, dès que tu as une imprécision, c'est de développer. Et tu développes, et tu développes, et tu développes. Donc tu pars d'une phrase simple et faiblarde, qui est totalement imprécise. Et finalement, tu développes toute une histoire sur ça. Après, tu sais pas ce qui s'est passé avant, mais peut-être je suis rentré tard. Je suis rentré tard chez moi, ok. Peut-être qu'il y a une imprécision. Pourquoi il est rentré? Pourquoi est-ce qu'il est rentré en voiture? Est-ce qu'il est rentré machin? On sait qu'il est rentré tard le soir, on sait que c'est le soir, nous on sait que c'est un repas du soir. Et là, tu développes un truc derrière, tu vois. Il s'est fait un repas qui lui rappelle des bons souvenirs, la nostalgie de sa mère, les dimanches pluvieux, tu vois. Un truc que j'ai totalement inventé comme ça. Et c'est là, tu développes ton texte. Et en fait, ça permet d'avoir des phrases, des mots et de développer des... Parce que si tu fais que des phrases totalement imprécises, j'ai fait à manger, ou je me suis fait à manger, tu vois, le protagoniste, le personnage raconte à un moment donné dans sa tête, je suis rentré chez moi, je me suis fait à manger, puis je me suis couché. Bon, à un moment donné, là, grosse imprécision, et là, il faut développer. C'est une façon un peu hors norme, finalement, de raconter les choses, contrairement à la réalité. Tu vois, contrairement à la réalité. Moi, si je devais raconter ça à une personne, je pense que si elle me pose des questions, peut-être que je lui en parlerai comme ça, peut-être que si. Mais peu importe, de toute façon, là, je suis en train de m'embrouiller tout seul. Mais en fait, voilà, tu vas chercher les imprécisions. Dès que tu vois une imprécision, tu développes. Et c'est un bon moyen, finalement, d'enrichir ton texte. Voilà. Après, tu fais vraiment la chasse à tous les mots faibles et tout ça, mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, petite astuce comme ça que je dirais, c'est faire la chasse aux imprécisions. Il y a des mots comme ça qui appellent une imprécision. T'as la chose. Voilà, je me suis fait mordre par une chose. Là, t'es dans une imprécision. Je me suis fait mordre, j'ai traversé la forêt de nuit et une forme onduleuse s'est jetée sur moi. J'ai eu l'impression qu'elle possédait des yeux globuleux rouges. Est-ce que j'ai halluciné ou machin, tout ça. Enfin bref, tu racontes. Si tu dis je me suis fait mordre par une chose en rentrant chez moi, voilà. Déjà là, il y a tellement d'imprécisions. Donc là, il faut développer. Tu développes à partir de... Dès que tu tombes sur une phrase comme ça, c'est vrai que les premières fois, si tu commences à écrire un roman, là on est vraiment dans le roman, on n'est pas dans le scénario, pas dans l'achat, on est vraiment dans un roman, un développement de texte pour un roman. Si à un moment donné, au début, tu vas faire beaucoup de phrases comme ça. T'as une idée, tu dis mon personnage il rentre chez lui, machin et tout ça, pam 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 pam, tu balances les idées rapidement comme ça. Parce que toi tu vises une scène précise et au final tout ce qu'il y a avant, tu vises par exemple une scène où quand il est chez lui, où il dort, il rêve, voilà. Toi dans ta tête tu dis je vais décrire un rêve chelou, machin, tout ça. Tu pars de ce principe là. Sauf que tout le déroulé avant, je rentre chez moi, il s'est fait mordre, il sait pas trop par quoi, par une chose. Il est rentré chez lui, il s'est fait à manger, il s'est couché, et là tu développes un rêve. Là tu vois, t'as quand même plein d'imprécisions quoi. Il s'est fait mordre par une chose, bon là faut développer. Même s'il n'a pas vu la chose, même si c'est pas ce que c'était, c'est de développer quelque chose, une forme, une sensation, une odeur, qui sait. T'as les formes, t'as les sensations et t'as les odeurs, t'as plein de choses que tu peux décrire. Même dans ce qui se fait à manger, tu peux décrire les odeurs, les sensations. Il fait sa crème fraîche avec du poivre et tout ça, il se fait une petite sauce au poivre, c'est ce que ça m'arrive de faire. Et tout ça tu le décris, tu cherches à dire que tiens ça me pique le nez et tout de suite ça me rappelle des souvenirs. Tu décris tout ça encore, donc tu fais déjà du développement de texte, t'enrichis totalement ton roman. Ce sera pas un roman de 2 pages, ça sera un roman de 400, 500, 600 pages, qui sait. Et t'arriveras au rêve. Mais si dans ta tête, dans ta projection, tu ne pars que pour décrire
seulement, et je peux t'assurer que ça t'arrivera énormément de fois, ce genre de situation. Reviens quand tu reviens en arrière, toujours, et en tête de chasser les imprécisions. Car en chassant les imprécisions, tu vas avoir du contenu, tu vas enrichir ton texte, et à la fois, ça rendra beaucoup plus intéressant ton roman, beaucoup plus vivant, quoi. Tu le vivras beaucoup plus. Parce que là, c'est un peu expédié, quoi. J'ai fait à manger, je me suis fait mort, je suis rentré chez moi, je me suis fait à manger, puis je me suis couché. Tu vois, genre, voilà, j'exagère un peu, j'exagère les traits. Parce que j'imagine que t'écris un peu mieux que ça quand même. Mais tu seras toujours confronté à des imprécisions. Je pense que t'as compris l'idée. C'est le plus important. Parce que là, je pars sur beaucoup de choses, hein. C'est un peu le principe de cette vidéo. Je pense que je vais l'appeler le fourre-tout. Le fourre-tout du conseil, fourre-tout écriture, je sais pas quoi. Et voilà, voilà. Après, c'est vrai qu'il faut faire attention quand tu écris un roman aussi. Bon, ça, j'en reparlerai. C'est de pas écrire de ne pas écrire. Je vais y arriver, de ne pas écrire comme quand toi tu parles ou tu t'exprimes dans ta vie. Voilà, c'est important. Quand toi tu parles, tu t'exprimes dans ta vie, bah on n'utilise que des mots faibles. Moi, faire ci, faire ça, machin. D'ailleurs, je me rends compte aussi que tiens, mes titres de vidéos, tout simplement, je fais un gâteau yaourt, je fais du vélo, je sais plus quoi, je fais un gâteau yaourt, c'est un verbe faible. Tu vois, je devrais prendre l'habitude, même sur le moindre titre, de travailler cela. Parce que sinon, bon, maintenant j'arrive quand même à bien différencier mon parler de tous les jours, ou quand je m'exprime en commentaire, tout ça, je fais pas d'efforts quand je m'exprime en commentaire. Enfin, je fais des efforts, j'essaie de pas faire de fautes. Et sur mes titres et tout ça, sur mes descriptions, je fais pas d'efforts romanesques. Je sais que c'est purement administratif, donc j'en ai rien à faire d'utiliser des verbes faibles comme faire, être, enfin tout ce que tu fais. Un gâteau yaourt, toi, je prépare un gâteau yaourt. Alors ça se cuisine pas, un gâteau yaourt. Ce que tu cuisines, c'est des aliments. Un gâteau, tu ne cuisines pas, tu le prépares. Tu vas faire attention aussi à ça. Mais tu as des termes beaucoup plus précis. Je fais, c'est un terme, c'est un verbe. Le verbe faire, c'est le verbe le plus faible qui soit. Tu utilises dans tout, je fais ci, je fais ça, je fais machin. C'est le verbe le plus faible où tu seras le plus confronté à l'écriture dans un roman. Et celui qu'on utilise le plus comme ça. Donc c'est pour ça que je devrais faire l'effort, et je pense que je corrigerai ça. Est-ce que ça va dans mon référencement changer quelque chose? Je prépare un gâteau yaourt. Est-ce que ça va changer quelque chose? Je pense que dans le référencement, ça sera peut-être la recette du gâteau yaourt. Peut-être, je sais pas. Peut-être que ça... Je sais pas s'il y a des gens qui cherchaient la recette du gâteau yaourt qui sont tombés sur cette vidéo-là. Je sais pas. Mais en fait, ouais, je devrais prendre l'habitude, parce que je reprends des mauvaises habitudes. Je reprends vraiment des mauvaises habitudes en utilisant des mots faibles. On devrait prendre, surtout quand on écrit des romans, toujours prendre l'habitude d'écrire les descriptions, les machins, peut-être pas comme un roman, mais de combattre, pas forcément les imprécisions, parce que les imprécisions c'est pour un roman, mais de combattre tous les verbes faibles, déjà. Et là je suis en train de m'engueuler, je suis en train de me dire la prochaine fois, fais ci, fais ça. Surtout pour prendre l'habitude tout de suite de chercher le verbe idéal qui pourra remplacer ces verbes faibles. Tu vois, je fais un gâteau yaourt, je prépare un gâteau yaourt, c'est le verbe idéal. Donc on a vu un mot, velléité, éventuellement filandreux, filandreuse. On a vu de quoi j'ai parlé, de la différence principale entre un roman et un texte, c'est-à-dire vraiment pour un développement de texte, rester dans un sujet, verbe, complément, des phrases complètes, alors que le roman, tu peux faire ce que tu veux, enfin, oui, tu peux faire quasiment ce que tu veux. Et surtout, un conseil pour l'écriture de romans, c'est faire la chasse aux imprécisions, voilà. Et aussi prendre des bonnes habitudes. Dès que tu as acquis un conseil d'écriture, tout ça, prendre toujours la bonne habitude, comme les verbes faibles, comme le verbe faire. Si tu as l'occasion de rencontrer le verbe faire,
je peux dire que tu en auras l'occasion parce que moi j'ai fait un truc surtout sur iPad où il y a des listes complètes. Et je dirais pas qu'il y en a des centaines de groupes verbaux avec faire, mais il y en a tellement. Il y a tellement de. J'en ai des pages et des pages qu'à un moment donné, j'ai rien appris. Tu peux rien apprendre. Faut mieux être confronté au verbe faire à un moment donné et là, chercher tout de suite parce que apprendre par cœur et après, au fur et à mesure, ça sera automatique. Quand tu auras changé le verbe faire à manger par cuisiner, par concocter, par préparer, tout ça, tout de suite ça reviendra presque automatiquement. Et quand tu écriras, plus tu vas écrire, plus automatiquement tu utiliseras préparer, concocter, cuisiner, etc. Des synonymes de faire à manger. Donc voilà, j'ai été confronté à faire à manger. Donc tu vois, je pense que déjà la prochaine fois où je vais écrire un texte autour de quelqu'un qui prépare à manger, et ben j'utiliserai il prépare un repas, il prépare ceci, cela, etc., etc. Mais déjà faire à manger est en soi une imprécision. Voilà, c'est une imprécision en soi, donc il faut développer. Donc voilà, je vais arrêter là-dessus. Donc j'espère que tu as apprécié ce petit blabla bavardage autour de l'écriture. C'est un peu bordel, fourre-tout et tout ça, mais je préfère. Ça paraît beaucoup plus naturel. Et je passe pas des heures et des heures à préparer des trucs qui finalement ça m'angoisse énormément parce que tu prépares énormément un truc et au final t'es pas vraiment sûr de toi, t'as des doutes. Est-ce que j'ai pas oublié des choses? Est-ce que c'est pas... Non, je préfère vraiment être là, regarder dans le dictionnaire pour avoir confirmation de telle ou telle chose. D'ailleurs, je voulais regarder un truc sur velléité, voir s'il y a une difficulté ou je sais pas quoi, je pense pas. Non, je sais pas pourquoi je fais une obsession sur le pluriel de velléité. Mais c'est vrai que velléité pour moi, c'est un nom que j'ai envie d'utiliser au pluriel. Avoir des velléités de. Avoir des intentions. Ouais, c'est parce que je compare à avoir des intentions. Avoir une velléité, moi j'utiliserais plus au pluriel bizarrement. Voilà, tel député a des velléités a des velléités, des intentions par rapport à l'élection présidentielle, ouais. Mais c'est vrai que j'ai été confronté à ce mot-là toujours au singulier et pas au pluriel. Toujours au singulier et pas au pluriel. Donc ça c'est un dictionnaire des difficultés, donc j'espère que il y aura quelque chose. Velléité non féminin, non. Non, il n'y a pas de difficulté. Donc voilà. Donc j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo. Et on se retrouve à la prochaine fois, sûrement pour la suite de l'anatomie du scénario. Donc la suite de la conception d'une histoire avec sûrement le deuxième chapitre, la prémisse. Donc voilà, je te dis à la prochaine. Allez, bye 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 bye.